Alors, je propose que nous commencions, même si je vois qu'il y en a encore qui arrivent. Ils vont nous rejoindre en cours de route. Donc, actuellement, on est 137 à être connectés ici. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de vous accueillir dans cet espace aujourd'hui pour évoquer ensemble les traces et l'impact de la crise sanitaire sur les jeunes. La question qui nous a mobilisés aujourd'hui, c'est d'essayer d'entendre comment vont-ils aujourd'hui, comment vont tous ces jeunes après ces 2 années extrêmement compliquées que nous venons de traverser, mais que eux aussi ont traversé en même temps, pour la plupart, que leur adolescence. Alors on entend à bas bruit que les structures de soins qui les accueillent sont surchargées, qu'un certain nombre d'entre eux n'étaient pas au rendez-vous de la rentrée scolaire. Alors comment renouer justement avec ces jeunes? Comment, en tant que professionnel, être présent pour leur permettre de rebondir? Alors on entend souvent le terme de résilience, on dit que les jeunes sont résilients, mais n'a-t-on pas à penser à mettre en place des ingrédients certainement nécessaires et indispensables pour qu'ils puissent justement rebondir, pour qu'ils puissent à nouveau être du côté de la vie? Alors on s'est posé toutes ces questions et on a choisi de travailler 1 heure ensemble aujourd'hui à partir du cadre du programme de Yapaka. Yapaka, c'est un programme de prévention de la maltraitance des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. On y travaille de manière transversale avec les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la culture, le sport, les maisons de justice et l'ONI également. Et d'ailleurs, sur le site de Yapaka, vous retrouverez toute une série d'outils qu'on met à disposition pour penser ensemble nos pratiques professionnelles auprès des jeunes et de leurs familles. Alors, il y a des petites vidéos, on en a enregistré quelques-unes avec Sophie Maas déjà, qui sont disponibles sur le site. Vous retrouverez des temps d'arrêt également, ce sont des publications, des petits livres de 64 pages. Il y en aura un prochainement sous la plume de Sophie Maas qui devrait sortir au courant du mois de novembre. Vous retrouverez aussi sur le site des modules de formation et notamment les enregistrements des podcasts webinaires qu'on a réalisés ces derniers temps. Alors, je vais prendre encore quelques minutes pour vous expliquer le cadre du lieu dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Vous voyez actuellement à l'écran 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka, Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même, et puis nous sommes rejointes aujourd'hui par Sophie Maas. Pendant la conférence, vous ne verrez plus que Sophie Maas, mais nous restons, nous, bien présents derrière nos écrans et bien mobilisés, surtout pour essayer d'activer l'interactivité entre nous. Et pour ce faire, on vous propose d'utiliser la petite fonction questions et réponses qui se situe dans le bas de votre écran. Et tout au long de l'intervention de Sophie Maas, eh bien, je vais les récolter et j'essaierai d'en faire la voix au moment de discussion qui sera ouvert après, en suivi de l'intervention de Sophie Maas. Alors, si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, on ne sait pas vous aider, mais sachez que ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le retrouver prochainement sur le site de Yapaka. Alors, il me reste à vous présenter Sophie Maas, qui a accepté de travailler avec nous pendant 1 heure, pendant cette heure de webinaire. Alors, elle est pédopsychiatre et thérapeute de famille. Elle dirige depuis plus de 20 ans l'unité pour adolescents du centre hospitalier Le Domaine ULB. Elle a également participé à la création de différents services, différentes structures pour les adolescents, comme l'équipe mobile pédopsychiatrique du Brabant Wallon, mais également le centre de jour Passado de l'hôpital de Tubize. Alors, elle est actuellement responsable de l'équipe de liaison en milieu pédiatrique au Chirec de Braine-l'Alleud, qui est une structure qui a vu le jour en suivi de la crise Covid. Et pendant cette dernière année, justement, elle a été mobilisée, elle a participé aux différentes interpellations médiatiques et politiques, justement, sur la santé mentale des jeunes pendant cette crise sanitaire. Alors voilà, je vous laisse la parole, Sophie Maas, et on se retrouve à la fin pour les petites questions-réponses. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et merci à tous surtout d'être présents et de marquer votre intérêt pour ces jeunes qui sont effectivement en souffrance.
Le monde pédopsychiatrique a vu débarquer très, très soudainement en janvier 2021 toute une série de jeunes, bien plus nombreux que ce que nous rencontrons habituellement, et qui ont complètement et immédiatement saturé tous les services de soins de santé mentale, tant en ambulatoire qu'en hospitalier. Et la surcharge à laquelle nous avons dû faire face et à laquelle nous n'avons malheureusement pas pu répondre nous a amené à devoir trier nos patients. Ça a été juste épouvantable. Et je dois dire que le monde pédopsychiatrique est relativement inquiet à l'heure actuelle parce que nous avons effectivement, nous sommes face de nouveau à une augmentation très importante des chiffres de demandes de prise en charge par rapport à ce qui se fait habituellement un début de mois de septembre et qui risque de nous conduire de nouveau à une vague de décompensation à laquelle nous ne pourrons pas faire face seuls. Il y a bien eu un renforcement effectivement des services de soins de santé par le ministère de la Santé, suite aux différentes interpellations que nous avons lancées dans les médias, puisqu'il nous a fallu mobiliser l'opinion publique pour réussir à nous faire entendre. Mais donc, il y a effectivement eu un renforcement des soins de première ligne, des psychologues de première ligne qui ont effectivement vu leur remboursement et leur accès nettement facilité. Il y a eu une légère augmentation de l'encadrement dans les services de soins pédopsychiatriques. Il y a eu un renforcement des consultants en services de santé mentale et il y a eu effectivement un renforcement dans les services de pédiatrie. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'année passée, la deuxième partie de l'année passée a vu les parents et les jeunes extrêmement démunis, les professionnels également, quand il s'agissait de chercher un lieu de consultation ou un lieu d'hospitalisation pour un adolescent ou une adolescente qui n'allait pas bien du tout. Il n'y avait plus rien à proposer l'année passée, et ça pendant des mois. Et donc, les parents et les jeunes ont fini par se tourner par les services d'urgence. Services d'urgence en hôpitaux généraux qui ne pouvaient décemment pas renvoyer tous ces jeunes à domicile sans aide. Et donc, pour les plus inquiétants d'entre eux, ce sont des jeunes qui se sont retrouvés hospitalisés dans les services de pédiatrie. Mais ces services sont très peu renforcés en termes de soins psychologiques et encore moins en termes de pédopsychiatres. Il n'y a en général pas du tout de pédopsychiatres prévus et rarement de financement pour des psychologues. Et donc, le fédéral a décidé d'augmenter un petit peu artificiellement finalement la capacité hospitalière pédopsychiatrique en permettant à des équipes pédopsychiatriques de se détacher des hôpitaux spécialisés en soins de santé mentale pour venir intervenir au sein des services de pédiatrie dans les hôpitaux généraux. Et donc, il y a maintenant dans la plupart des provinces belges des équipes qui se sont mises en place pour venir renforcer les services de pédiatrie. Maintenant, ceci dit, c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que quand vous avez une demande de prise en charge qui augmente jusqu'à 400%, ce n'est pas en augmentant un tout petit peu les lits provinciaux qu'on va pouvoir faire face. Il y a 650 lits à peu près pédopsychiatriques en fonction sur l'ensemble du territoire belge. 650 lits pédopsychiatriques, c'est 3 fois moins que les lits de soins intensifs. Quand les lits de soins intensifs augmentent et dépassent 25% de taux d'occupation, tout le monde s'en inquiète et on est prêt à faire d'énormes efforts pour confiner et essayer de diminuer, de prendre des mesures préventives finalement pour diminuer l'arrivée de nouveaux patients. Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en considération dans le monde pédopsychiatrique. Il n'y a aucune mesure préventive qui n'a été prise jusqu'à présent, malgré nos demandes. Il y a eu un petit renforcement des soins, mais malheureusement, rien du côté de la prévention. Alors, pourquoi? Est-ce que parce qu'on est jeune, d'emblée, on est résilient? Est-ce que effectivement le fait que nous ayons eu des vacances d'été pourries a suffi pour que les jeunes se sentent mieux et effectivement après les mois de janvier, février, mars, avril, mai, qui ont vu les soins de santé complètement saturés, on a eu effectivement une forte diminution des demandes de prise en charge en juillet-août. Nous avons pu recommencer le mois de septembre sans aucune liste d'attente. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, tous les services pédopsychiatriques sont à nouveau pleins, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le paysage belge habituel. Et dès la semaine prochaine,
La seule chose que nous pourrons proposer aux jeunes et aux parents et aux professionnels qui vont continuer à nous appeler vraisemblablement, ce sont des listes d'attente qui, dans 2 semaines, seront à nouveau saturées avec des délais d'attente qui risquent d'être tout à fait inacceptables. Et donc, il est vraiment très important qu'il y ait une prise de conscience collective au niveau de la société pour qu'effectivement des choses se mettent en place. Et j'ai envie de dire à la mesure de chacun, à la mesure de chaque adulte, pour essayer de faire en sorte que ces jeunes qui ne vont pas bien ne décompensent pas. Parce qu'il n'y aura pas de réponse pour ceux qui seront en situation de décompensation dans les semaines qui viennent. Alors, on pense que les jeunes sont très résilients, mais j'ai envie de revenir au concept de la résilience parce que c'est un concept qui est passé dans le langage courant, qui était extrêmement vulgarisé, c'est une bonne chose. C'est chouette de se dire que quand on a vécu un trauma, quand on a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, il est possible de récupérer et de retrouver un équilibre psychique. Mais en même temps, il y a des conditions à remplir pour ce faire. Boris Cyrulnik est celui qui a vulgarisé très très fort le concept de résilience. Et j'ai envie de revenir à l'origine de la résilience. La résilience, c'est d'abord une propriété des corps physiques. Ça décrit la capacité d'un corps de pouvoir retrouver sa forme d'origine une fois qu'une pression déformante a été exercée et cesse. Je vous donne un exemple. L'élastique est capable de retrouver sa forme d'origine une fois qu'on a arrêté de tirer dessus. Ça, c'est la résilience. Alors, ça veut dire aussi que, effectivement, un individu est capable de retrouver son équilibre psychique après avoir subi un traumatisme, pour autant que les forces traumatiques, que les forces de stress diminuent, bien entendu, pour qu'il puisse effectivement retrouver son équilibre. La question qui arrive tout de suite, c'est dans quelle mesure est-ce que les jeunes qui ont été fortement impactés par les mesures sanitaires qui leur ont été imposées sont effectivement débarrassés aujourd'hui de ces contraintes? Nous verrons que la réponse est non. D'autre part, Boris Cyrulnik a développé effectivement le concept de résilience en s'appuyant sur un autre aspect extrêmement important qui est le tuteur de résilience. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, vous êtes effectivement capable de récupérer d'un trauma et retrouver un équilibre psychique pour autant que vous puissiez vous appuyer sur la relation à l'autre et plus particulièrement la relation à ce qu'il appelle un tuteur de résilience, c'est-à-dire quelqu'un qui dans sa vie a traversé le même genre de trauma et a pu effectivement s'en sortir et trouver un équilibre de vie dont il va pouvoir faire partager l'expérience à quelqu'un d'autre, cet autre qui va pouvoir effectivement s'appuyer sur cette relation, une relation que celui qui est en difficulté aura choisie, qui peut être un ami, qui peut être un membre de la famille, qui peut être un collègue, qui peut être un professionnel. Mais c'est la personne en souffrance qui se choisit son tuteur de résilience parce qu'il va reconnaître dans cette personne, d'une part, une difficulté qui est comparable, une traversée de vie qui est un peu comparable à ce qu'il vit, et d'autre part, effectivement, un lien de qualité qu'il va pouvoir investir. Eh bien, ce lien à l'autre n'est absolument pas du tout pris en considération quand on parle de résilience dans le social. Et ce terme de résilience, ce concept de résilience a même été totalement instrumentalisé par le monde de l'entreprise, le monde professionnel, où maintenant on est en train de responsabiliser finalement celui qui est en souffrance. Je pense par exemple aux personnes qui sont en burn-out professionnel parce que les charges de travail qui leur sont demandées, les conflits éthiques qu'ils sont amenés à rencontrer sont par trop importants et viennent effectivement générer de la souffrance. Eh bien, ces personnes, maintenant, dans le monde de l'entreprise, on leur permet d'aller voir un psychologue gratuitement, éventuellement, pas indéfiniment. On a évidemment un nombre de consultations qui est prévu. Vous devez rentrer dans le cadre. Et si effectivement, à l'issue de cette prise en charge thérapeutique, vous n'avez pas récupéré votre capacité de fonctionnement, si vous n'êtes pas résilient, vous en êtes tenu responsable. Sans remettre en question, évidemment, la charge de travail, les conditions dans lesquelles le burn-out est apparu, et sans prendre en considération, bien entendu, un lien à l'autre qui soit choisi auprès de quelqu'un qui a vécu ce même type d'expérience
et qui donne le sentiment effectivement qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette expérience à l'autre. Un psychologue n'est pas quelqu'un qui a traversé une situation de burn-out nécessairement et qui travaille dans la même entreprise et qui va pouvoir effectivement faire partager ce type d'expérience. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de coachs qui apparaissent, qui ont envie de faire bénéficier les autres de leur expérience de burn-out et qui proposent effectivement un lien, peut-être pas de type thérapeutique, mais peut-être effectivement un lien tel que celui que Boris Cyrulnik décrit comme tuteur de résilience. Alors pour les jeunes, on n'a pas prévu ça. Pour les jeunes, on leur a proposé de reprendre l'école au mois de mai de l'année passée, dans les pires conditions qui soient. Le Conseil supérieur de la santé a fait des études pour essayer de voir un petit peu quels sont les impacts de la crise sanitaire sur l'équilibre mental de tout un chacun. Il s'est très rapidement rendu compte que c'est les enfants, les jeunes, et plus particulièrement la tranche d'âge 13-25 qui était impactée par les mesures sanitaires. Mais néanmoins, les premières études ont porté, bien entendu, sur les adultes. Et très rapidement, les facteurs de résilience ont été recherchés pour voir ce qui était plutôt en faveur d'une reconstruction positive. Et le travail, le facteur travail, est un des facteurs qui a été évalué. Eh bien, ce facteur travail, quand on l'étudie, il montre qu'il peut être le meilleur comme le pire. Il peut apporter le meilleur comme le pire. Ça dépend de l'adaptation de la charge de travail, bien entendu. C'est logique, on aurait pu s'en douter. Il faut faire des études maintenant pour pouvoir le prouver. Et donc, quelqu'un qui est effectivement en souffrance et qui est amené à reprendre le travail, s'il a une charge de travail qui n'a pas été adaptée, ce travail peut effectivement le reprécipiter dans la décompensation. Tandis que quand il est accueilli et qu'il y a effectivement une adaptation de son environnement professionnel qui est mise en place, on a effectivement toutes les chances de pouvoir le soutenir dans cette résilience au travers d'une reprise de travail adaptée. Est-ce qu'on a adapté suffisamment la reprise du travail des jeunes? Est-ce que nous arrivons à appliquer à nos enfants ce que nous préconisons pour nous-mêmes? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une réouverture des écoles qui s'est faite dans les pires conditions qui soient, en fin d'année, avec un système scolaire qui se doit de boucler le programme tel qu'il est établi chaque année, sans prendre en considération le fait qu'il y a eu des cours à distance et que les enfants ont été effectivement extrêmement maltraités sur le plan affectif et relationnel. Ces enfants, ces enseignants ont repris l'école en étant épuisés psychiquement et en n'étant pas du tout disponibles pour les apprentissages. Et on a maintenu dans 85% des écoles les examens de fin d'année. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé du côté de la pédopsychiatrie et des acteurs de la santé mentale d'interpeller finalement l'opinion publique, mais également les écoles au travers des directions d'école. Et Caroline Désir nous a entendus. Elle a effectivement pris la décision de supprimer les examens de fin d'année. Malheureusement, nous sommes dans une politique en Belgique d'organisation de l'enseignement qui est complètement morcelée, où il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il y a un décret, le pacte scolaire prévoit que les écoles, hormis les seules écoles de la communauté française qui dépendent effectivement du ministre de l'Enseignement, mais sinon toutes les autres écoles dépendent d'un pouvoir organisateur qui est tout à fait autonome et libre dans le choix de l'organisation des cours, de la pédagogie et l'organisation des examens de fin d'année. Et donc, la plupart des jeunes se sont retrouvés avec des examens de fin d'année dans des conditions épouvantables en matière de potentielle résilience. Les jeunes ne sont pas résilients. On ne les a pas mis dans une situation qui leur permettait effectivement de récupérer. Et même pendant l'été, une bonne partie des jeunes se sont retrouvés avec des examens de passage, par exemple, avec des inondations, avec un été pourri, avec une impossibilité de véritablement profiter des vacances, puisqu'il y a toute une série de passes sanitaires qui ont été instaurées pendant les mois de juillet-août. Or, les jeunes ont été les derniers à avoir accès à la vaccination. Et donc, j'ai envie de dire que les jeunes ont été une fois de plus sacrifiés, même dans la politique vaccinale, durant cet été. Et maintenant, on assiste effectivement à une reprise des cours dans les écoles qui ont le désir, et je peux comprendre ça, le désir de se remettre à fonctionner enfin comme avant. Mais on n'est pas dans un contexte comparable à ce qui s'est passé avant. Enfin, on n'est pas dans l'avant, on est dans l'après.
Et de nouveau, on n'assiste pas à la mise en place d'une réelle politique de prévention. Alors, on peut dire, mais ce n'est pas de la compétence des écoles que de développer une politique de prévention. Bien sûr que ce n'est pas aux écoles de le faire, mais c'est le seul lieu où les jeunes sont regroupés, c'est le seul lieu où on peut effectivement avoir accès à tous ces jeunes et avoir une politique de prévention ambitieuse qui s'adresse à tous ces jeunes, avec évidemment des outils spécifiques à mettre en place pour les jeunes qui ont décroché de l'enseignement. Madame Désir m'avait renseigné, m'avait dit au mois de janvier et février qu'ils avaient en communauté française, enfin dans l'ensemble de l'enseignement, ils avaient recensé 50% de décrochage scolaire l'année passée, et ce décrochage scolaire a persisté finalement tout au long de l'année. 50%, c'est énorme. Alors, ce chiffre n'est évidemment pas homogène, il s'est beaucoup plus marqué dans des établissements professionnalisants, techniques et professionnels, où vous avez beaucoup plus d'ateliers, plus de pratiques qui n'a pas pu être relayées, moins encore par le distanciel, et des populations qui sont éventuellement plus précarisées, qui ont une accroche avec l'école qui est déjà plus difficile à soutenir, qui ont moins de moyens à domicile que pour pouvoir effectivement chaque enfant assister à ses cours par PC interposé. Ce sont des familles où il y a peut-être un PC quand il y en a un, mais pas 10. Et donc, il y a une population qui a été encore plus impactée de par la précarité socio-économique dans laquelle elle se trouvait et qui ont complètement décroché de l'école avec un sentiment, quand on va vers eux et qu'on leur demande leur vécu, avec un sentiment d'abandon, en fait, de la part des écoles. Et ces jeunes ne sont pas tous revenus à l'école au mois de septembre. Il y a des jeunes qui ont véritablement décroché et qui continuent à décrocher. Le problème, c'est que, de nouveau, pas de prévention, on n'a pas mis en place des équipes qui permettent d'aller trouver ces jeunes là où ils se trouvent, dans leur quartier, à domicile, sur base d'un manque de présence à l'école. De nouveau, ce sont les écoles qui devraient être des partenaires très actifs et à part entière, pour pouvoir au plus vite aller retrouver ces jeunes et recommencer d'abord par créer un lien avec eux avant que d'imaginer les ramener à l'école. Et donc, il y a une nécessité de prendre le temps pour recréer ce lien avec ces jeunes et en même temps, les procédures telles qu'elles sont prévues par la loi, c'est-à-dire un signalement d'un jeune qui ne se présente pas à l'école après plusieurs semaines, voire mois d'absence auprès des services d'aide à la jeunesse qui vont bien entendu à ce moment-là être débordés et ne vont pas la donner la priorité à ce type d'information. Et donc, je crains de nouveau que ces jeunes qui émargent d'un enseignement professionnalisant et qui sont dans des milieux socio-familiaux défavorisés, eh bien, ratent une année supplémentaire par rapport à une scolarité. Alors, comment est-ce que les jeunes ont été accueillis à l'école? Il y a des écoles qui ont eu des initiatives qui étaient très, très chouettes. Ils ont fait des journées plus festives, des journées de reprise du lien. Il y en a même qui ont même été jusqu'à organiser une semaine de classe verte pour essayer effectivement de permettre à ces jeunes de se retrouver, de recréer du lien, de pouvoir se dire. Et je pense effectivement que plus on s'en donne les moyens, mieux c'est. Et se donner les moyens, ce n'est pas tellement en termes de durée d'activité. Bien entendu, une semaine de classe verte, c'est toujours mieux qu'une heure de parole pour se retrouver en classe. Mais en même temps, il y a une donnée qui n'est pas prise en considération. Si vous voulez véritablement faire de la prévention en santé mentale, il faut que ça puisse s'inscrire dans le temps. C'est un processus. Et moi, avec toute mon expérience, je peux vous assurer que je n'ai jamais réussi à avoir un entretien miraculeux où en une consultation, tout est résolu et le jeune va mieux et la famille peut repartir contente. Ça ne m'est jamais arrivé. Un travail sur la santé mentale et sur un équilibre psychique, peu importe le degré de difficulté, de fragilité dans lequel on se trouve, nécessite néanmoins de rentrer dans un processus. Et ce processus manque dans les écoles. Toutes les écoles, même celles qui sont les plus motivées à essayer effectivement d'écouter cette souffrance adolescente qu'ils rencontrent à l'heure actuelle, aucune n'a mis en place un projet de processus d'activité, de groupe de parole qui se répète de manière hebdomadaire. Parce que de nouveau, on est dans un désir de pouvoir tourner la page, peut-être en la lisant rapidement, mais en tout cas en avançant et en essayant de retrouver un quotidien rassurant. C'est quelque chose qu'on rencontre dans les sorties de trauma. C'est un réflexe classique,
une fois que le traumatisme est derrière nous, on a envie de reprendre la vie normale le plus vite possible. Le problème, c'est que le trauma laisse des traces. Et si vous ne travaillez pas ces traces, alors vous risquez effectivement de rentrer dans un phénomène de déni. Genre, les jeunes sont résilients, ça va aller. Pas besoin de se préoccuper finalement des conditions à mettre en place pour qu'ils puissent aller mieux. On va pouvoir reprendre nos habitudes, ça va nous faire du bien, on va pouvoir s'appuyer sur le quotidien. Et il y a un phénomène de déconnexion psychique, de déconnexion émotionnelle qui est renforcé par ce phénomène de déni. Cette déconnexion est véritablement le symptôme clinique le plus alarmant et le plus courant que nous avons rencontré en tant que pédopsychiatre lors de la première vague de décompensation au mois de janvier. Les jeunes sont arrivés chez nous avec une symptomatologie extrêmement alarmante, des idées suicidaires, une perte de l'envie de vivre, un arrêt alimentaire massif, parfois, très très rapide, parfois même un arrêt d'hydratation. Je n'avais jamais rencontré ça depuis le début de ma carrière. Et donc, on a rencontré une symptomatologie qui était en même temps extrêmement manifeste, très inquiétante, mettant la vie véritablement du jeune en danger, et en même temps des jeunes qui, pour la plupart, ne pouvaient pas expliquer pourquoi, ne savaient pas se dire. Ce pas des jeunes qui avaient arrêté de manger parce qu'ils espéraient, grâce au contrôle qu'ils ont sur leur poids, sur leur corps, pouvoir faire éventuellement auparavant toutes difficultés qu'ils ont rencontrées par le passé. Pas du tout. Ce sont des jeunes qui arrivent en consultation et qui sont en plein désarroi, qui ne savent pas ce qui se passe, quels sont les enjeux sous-jacents, avec des jeunes issus parfois de milieux favorisés, dans de bonnes écoles, avec des parents cultivés, soucieux de leur bien-être, qui ont essayé de ne pas mettre trop de pression au niveau sanitaire, mais en même temps, j'ai envie de dire, plongé dans un environnement social qui n'a pas mis la souffrance des jeunes à l'avant-plan. J'en veux par exemple, je peux vous citer par exemple le fait qu'au moment où on nous a annoncé qu'il fallait respecter la bulle sociale de 1 pour la famille, une personne contact pour la famille, aucune famille, ou alors vraiment de très rares exceptions, ont consacré effectivement cette bulle à leurs jeunes. D'emblée, il semblait naturel et normal que ce soit les parents qui décident effectivement quelle personne contacte, et en général plutôt un membre de la famille proche, grands-parents, donc ce n'était pas l'idéal, amis, allait effectivement être choisi. Mais les familles n'ont pas donné priorité aux jeunes. Et à aucun moment dans les médias ou de la part des politiques, il y a eu une reconnaissance finalement de la souffrance que nous étions en train d'imposer à nos enfants et à nos adolescents. Alors c'est vrai qu'on ne savait pas au début de la crise quelle population allait être plus particulièrement impactée par les mesures sanitaires. Par contre, nous savions dès le départ qu'il allait y avoir une décompensation psychique, enfin qu'il allait y avoir effectivement une vague de décompensation psychosociale à l'issue du confinement. Ça, c'était connu. Il y a toute une série de chiffres qui étaient déjà disponibles et l'ONU a essayé effectivement de lancer une alerte dès le début du confinement, dès le début de la crise, dès le début de la pandémie, pour demander aux États de renforcer leurs soins de santé mentale parce qu'on savait qu'il allait y avoir une décompensation. On ne savait pas quand, et on ne savait pas quelle population allait être plus particulièrement impactée. Maintenant, nous savons que ça a commencé particulièrement au mois de janvier 2021 et que ça a plus particulièrement impacté les 13-25. Le problème des chiffres, c'est qu'à l'heure actuelle, les études arrivent pour les études qui ont été réalisées en 2020. Et donc, on a très, très peu de chiffres pour 2021. Et il est encore difficile à l'heure actuelle de mettre en avant la souffrance des enfants et des adolescents, parce que c'est à partir de 2021 qu'ils ont commencé à aller particulièrement mal et qu'il y a une vague de décompensation qui est arrivée. Nous sommes maintenant au mois de septembre 2021 et donc nous n'avons toujours pas les chiffres qui nous permettraient effectivement de continuer à alerter l'opinion, de continuer à alerter les politiques, de continuer à alerter le monde scolaire. Et donc, les comparatifs qui nous sont proposés à l'heure actuelle portent encore sur des chiffres qui ne reflètent pas la réalité à laquelle nous sommes confrontés. J'entends encore, par exemple, qu'il y a une diminution du nombre de consultations en santé mentale en 2020. Mais
quand vous avez un discours dans les médias, c'est une information auquel on ne dresse pas l'oreille. On écoute le nombre de consultations et on écoute que peu, et c'est peu mis en avant, l'époque à laquelle cette évaluation a été réalisée. Comme quand on a finalement parlé de la réouverture des écoles fin de l'année scolaire passée, où on a dit que finalement les chiffres de résultats, les chiffres de réussite du mois de décembre n'étaient pas mauvais. Décembre 2020, alors qu'effectivement la grosse vague de décompensation que nous avons eue était 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard. Et donc on n'a pas pu, je pense qu'on est effectivement dans une société du chiffre, dans une société d'enquête, de maîtrise et de contrôle, qui ne reflète pas la réalité actuelle. Et donc, il y a encore un devoir d'attention qui est important et qui doit mettre en avant. Les jeunes ont été réaccueillis à l'école, comme je vous l'ai dit, parfois avec de très, très chouettes initiatives, mais qui malheureusement ne perdurent pas dans le temps. Or, c'est ça qui est nécessaire. Et puis d'autre part, et plus particulièrement à Bruxelles, avec un discours centré sur la vaccination. Malheureusement, les écoles ont rouvert dans un contexte social où on était en train de décompter le taux de vaccination, et on sait que le taux de vaccination n'est pas bon à Bruxelles. Alors, plusieurs témoignages me sont revenus, effectivement, de jeunes qui, comme tout un chacun, ont repris les cours. Je ne sais pas si, en tant qu'adulte, vous avez déjà pu vous offrir un bain de foule. Nous sommes peu à l'avoir expérimenté. Je peux vous assurer qu'après 1 an et demi de contact à 1,50 m, se retrouver à rentrer dans une école de 1000, 2000 élèves, tous par une même porte, et de se retrouver effectivement dans une ambiance où on est les uns sur les autres, reprendre les transports en commun, où on est coincés les uns sur les autres, eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Donc, on a des phobies sociales qui sont en train de réapparaître rapidement. Et donc, il faut aussi pouvoir tenir compte. Et puis, le discours d'accueil dans les écoles, et plus particulièrement les écoles bruxelloises, a été centré sur la vaccination. Je pense qu'il y a un mot d'ordre qui a dû passer. Je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier auprès des directions, mais en tout cas, tous les jeunes bruxellois qui sont venus à nos consultations le confirment. Ils ont été accueillis avec un slogan centré sur la vaccination. Alors, comment est-ce que cette vaccination leur a été vendue? Eh bien, pas de manière responsable, pas de manière solidaire, pas de manière positive, mais plutôt de manière stigmatisante, en leur annonçant que, d'ailleurs, ils avaient tout intérêt personnellement à se faire vacciner parce qu'avec les variants Delta, ce sont les jeunes maintenant qui se retrouvent à l'hôpital, sans leur dire que ces fameux jeunes, ils ont tous plus de 30 ans, alors qu'on s'adressait à des adolescents. Et donc, j'ai eu des adolescents qui arrivaient extrêmement angoissés, de nouveau, suite à ce discours, suite au fait qu'on rouvre les écoles de manière massive et qu'ils se retrouvent les uns sur les autres dans les transports en commun. Et à côté de ça, on va leur annoncer effectivement que le variant Delta envoie les jeunes à l'hôpital. Alors, ce n'est pas le discours d'accueil que j'aurais aimé. Je pense effectivement que la préoccupation, ce qui met les jeunes en danger à l'heure actuelle, ce n'est pas le coronavirus. Ils ne vont pas se retrouver hospitalisés. Ce qui les met en danger à l'heure actuelle, c'est l'impact des mesures sanitaires sur leur santé mentale. Et donc, j'ai envie de soutenir véritablement un discours de réouverture et un discours sanitaire centré sur cette réalité-là. C'est-à-dire un discours qui tend à plutôt essayer de les alerter sur la bienveillance qu'il est important de développer les uns pour les autres, l'attention qu'il serait important de développer les uns pour les autres. Parce que notre outil le plus intéressant pour pouvoir faire de la prévention en santé mentale en milieu scolaire ou partout ailleurs, de manière générale, notre meilleur outil, ce sont les jeunes eux-mêmes. C'est un groupe de jeunes. Ce que nous avons rencontré finalement comme conséquence des mesures sanitaires, dans cet arrêt de pensée, c'est que ces jeunes, ces adolescents plus particulièrement, n'ont pas encore une autonomie psychique comme celle des adultes. Ils ne sont pas encore tout à fait capables de penser seuls ce qui leur est arrivé, quel type de trauma ils ont traversé, comment ils l'ont vécu, de pouvoir rester connectés à leurs propres émotions. Nous n'y arrivons pas nous-mêmes. Et de pouvoir effectivement mettre en sens ce qui se passe pour eux et de se donner des perspectives. Ça, c'est ce qu'un adulte peut faire. Un enfant, lui, comment il se débrouille? Il va trouver papa, maman, en disant « j'ai peur, je ne suis pas bien, je suis triste, je ne vois plus mes copains, etc. Je suis angoissée, j'ai peur pour l'école, machin ». Voilà, et les parents vont effectivement essayer
pour autant qu'ils y arrivent eux-mêmes, de mettre des mots sur ce qui est en train de se vivre, le mettre en sens et donner des perspectives à leur enfant. Les adolescents ne vont pas aller trouver papa-maman. Ils ne peuvent plus se permettre ça. Ils ne sont plus dans une proximité, une intimité avec leurs parents qui leur permettent effectivement de se confier à cœur ouvert, vous le savez bien. Et donc, ce que les ados font en général, pour pouvoir effectivement dépasser les difficultés de leur quotidien, c'est d'aller trouver un pote, un copain, un groupe d'adolescents. Et donc, les adolescents, en fait, pensent ensemble, élaborent ensemble, et c'est au travers du groupe qu'ils peuvent effectivement dépasser des traumas et atteindre effectivement cette fameuse résilience. Le problème, c'est que les mesures sanitaires ont justement supprimé cette vie de groupe. Ils ont diminué toutes leurs possibilités de socialisation. Et donc, non seulement on les a traumatisés, mais en plus, on leur a enlevé effectivement leur outil naturel de résilience et d'élaboration. Et donc, cet outil extrêmement intéressant qu'est le groupe d'adolescents, on le retrouve effectivement en milieu scolaire et c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait développer, sur lequel on pourrait tout à fait s'appuyer. Pour autant que nous ayons, nous, en tant qu'adultes, un discours qui soutienne effectivement cette capacité de soutien, d'attention à l'autre qu'un groupe d'adolescents possède en lui-même, pour autant qu'il se trouve dans les bonnes conditions que pour pouvoir l'exercer. Parce que ce n'est pas parce que vous mettez un groupe d'ados ensemble que tout d'un coup, il fonctionne bien. Comme dans tout groupe humain, un groupe de gens risque effectivement de mal évoluer, d'évoluer vers la stigmatisation, le rejet de l'autre, le harcèlement scolaire qu'on connaît bien, etc. Et donc, il s'agit d'accompagner ces groupes pour leur permettre effectivement de générer cette compétence que tout groupe d'adolescents qui fonctionne bien possède, c'est-à-dire de veiller les uns sur les autres, de pouvoir effectivement continuer à recevoir la confidence, les confidences qu'ils ont tendance naturellement à se faire les uns aux autres, et de les accompagner en leur disant, mais il y a de la souffrance chez certains et chez plusieurs d'entre vous, si jamais vous êtes inquiets, eh bien prêtez l'oreille et passez la main aux adultes, ne portez pas ça seul, mais d'essayer effectivement d'être dans un climat d'attention, de bienveillance les uns vis-à-vis des autres, des adultes vis-à-vis des ados et des ados entre eux. Il y a d'ailleurs des dispositifs de sentinelles qui ont de plus en plus de succès, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est surtout le monde professionnel qui s'est de nouveau approprié cet outil pour mettre en place des sentinelles et plus particulièrement dans les tribunaux du travail quand il s'agit de signaler des faillites et qu'on est face à des indépendants lesquels c'était toute leur vie et où il y a des risques de décompensation massive avec des risques suicidaires importants, eh bien, il y a maintenant des sentinelles qui sont formées pour essayer de détecter des situations de danger, d'aller auprès des personnes qui semblent être fragilisées pour leur proposer à ce moment-là un soutien, une aide et passer la main. Ce système peut tout à fait se déployer en milieu scolaire aussi. Très naturellement, les adolescents, quand ils sont en difficulté, vont se confier les uns aux autres et d'avoir des relais parmi eux qui sont encadrés, bien sûr, par des adultes. Il ne s'agit pas non plus, une fois de plus, de leur demander de résoudre des problèmes que les adultes n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes. Donc, c'est de développer justement cette attention à l'autre de manière collective, avec un relais en milieu scolaire et une attention plus particulière tournée vers ces jeunes. Je pense que malheureusement, de manière générale, dans notre société, les adolescents, alors on peut réfléchir pourquoi, mais les adolescents sont souvent les premiers à être stigmatisés. Ça a été d'autant plus renforcé dans la crise actuelle. Il faut dire que nous avons commencé la pandémie par une vague de décès terribles dans les maisons de retraite qui nous a tous glacé d'effroi. Et très rapidement, la priorité était effectivement de préserver notre capacité hospitalière pour éviter que des personnes âgées ne se retrouvent abandonnées à leur sort dans leur maison de retraite, où effectivement, on a eu très vite des témoignages de personnes qui étaient laissées à elles-mêmes et qui mouraient faute de soins. Alors, je pense que nous avons tous été très, très loin dans le sacrifice de nos libertés essentielles. Et pour pouvoir effectivement éviter ce drame. Et malheureusement, quand nous nous sommes rendus compte que c'était véritablement en fonction de l'âge, plus encore qu'en termes de comorbidité, que le danger se situait, et que finalement, ce qui nous est le plus cher, nos enfants, nos adolescents,
n'étaient pas en danger face au virus, très vite, il y a eu un effet de bascule et ils sont devenus potentiellement dangereux pour les autres. Ils n'étaient plus en danger eux-mêmes et ils ont basculé dans le danger qu'ils pouvaient représenter pour autrui parce qu'eux ne risquaient rien. Eux ne risquaient effectivement pas de se retrouver hospitalisés. Très, très peu ont développé des formes plus problématiques de la Covid. On en a évidemment beaucoup parlé parce que les médias aiment bien les exceptions, mais ce n'est pas parce que les médias parlent des exceptions que les exceptions deviennent la règle. Et donc, ces jeunes, effectivement, une fois qu'ils n'étaient plus en danger, sont devenus dangereux et ça donne l'impression qu'effectivement, comme dans d'autres domaines sociaux, là où les adultes étaient en difficulté, ils ont demandé aux jeunes d'être la solution. Ça ne coûtait rien sur le plan économique que de fermer les écoles. Il a vraiment fallu toute l'énergie des pédiatres de la task force pédiatrique pour essayer de maintenir ces écoles ouvertes. Et on a senti effectivement qu'il y avait des enjeux économiques qui faisaient pression, des enjeux de lobby qui faisaient pression pour que, s'il fallait effectivement sacrifier un secteur, ce soit le secteur de l'enseignement, le secteur des enfants et des adolescents. Alors, les conséquences sont là, effectivement. Je pense qu'ils ont pu participer plus que ce qu'ils n'auraient dû à l'effort. Et maintenant, il s'agit de reconnaître les efforts qui leur ont été demandés, de reconnaître l'impact que ça a eu sur leur santé mentale et en tant que responsable, en tant qu'adulte, d'essayer effectivement de réparer cet effort excessif que nous leur avons demandé et qui les a particulièrement impactés. Malheureusement, ce n'est toujours pas d'actualité. Le gouvernement n'a jamais eu une parole de reconnaissance. Il n'y a jamais eu de mot d'excuse qui a été présenté. Au contraire, on continue à rendre les jeunes responsables finalement de, par exemple, du taux de vaccination, là où les adultes sont en échec, hein, parce que les adultes à Bruxelles ne se vaccinent pas. Les jeunes doivent porter le masque, les jeunes doivent effectivement se faire vacciner et c'est même les jeunes qui doivent aller porter la bonne parole auprès de leur famille, de leurs parents, pour les convaincre de se faire vacciner quand c'est du côté du social et du politique qu'il y a eu un échec. Et donc, malheureusement, il y a une forme d'instrumentalisation depuis le début de cette pandémie des jeunes et des adolescents qui est encore à l'œuvre aujourd'hui et qui, je pense, est d'autant plus marquée qu'il y a une forme de déni du trauma que nous avons traversé et un manque de réflexion par rapport aux mesures qui ont été prises. Il y a un débat démocratique qui a manqué, il y a un débat philosophique qui ne s'est toujours pas déployé et qu'il serait très, très important, je pense, de commencer à développer. Je vous propose de m'arrêter là pour pouvoir avoir un temps d'échange et de questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tout ce fil qui vient encore sans doute nous sensibiliser et encore sans doute renforcer notre envie d'occuper cette place auprès des jeunes et des ados qu'on rencontre au quotidien avec cette attention, cette écoute et ça à travers les dispositifs qui existent, mais aussi peut-être dans la création de nouveaux temps, comme vous l'avez dit, hein, de nouveaux moments récurrents de rencontres où les jeunes peuvent déposer des émotions, de vécu et peut-être exprimer des peurs, etc. aussi entre eux, mais aussi avec des adultes qui peuvent les écouter et transmettre certaines choses. Alors, il y a eu quelques questions, je reviens dessus. Je trouvais que c'était très intéressant de revenir sur la manière comment les jeunes peuvent-ils considérer le monde des adultes comme ce soutien de résilience que vous avez nommé, alors que ce même monde d'adultes réclame d'eux, notamment, par exemple, la vaccination comme le pass de liberté. Donc là, on sent ce gap entre être présent pour les jeunes et en même temps ces adultes qui essayent d'amener ces jeunes peut-être à des endroits où ce n'est pas le rôle des ados d'être. Bien, je pense qu'en tant qu'adulte, il faut d'abord être honnête et reconnaître effectivement que ces ados ont fourni énormément d'efforts, qu'on leur a même trop demandé et que ce n'est pas à eux finalement ni de convaincre leurs parents de se faire vacciner. Je pense que ça, c'est un rôle qui doit être porté par le social.
et de reconnaître effectivement qu'il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de solidarité non plus vis-à-vis d'eux qui a été manifestée jusqu'à présent. Leur école a été particulièrement, le système de l'enseignement a été particulièrement impacté et l'est encore actuellement. On vient d'entendre le Collège des pédiatres demander qu'on arrête de fermer les écoles quand on trouve un cas Covid au sein d'une classe, qu'on arrête de faire porter le masque aux moins de 12 ans, qu'on leur laisse effectivement acquérir cette immunité collective à laquelle nous avions pensé, alors qu'ils n'ont pas accès effectivement au vaccin. La meilleure protection que nous puissions même, nous, en tant qu'adultes, avoir, c'est d'avoir des enfants qui font le Covid et qui développent une immunité. Ce n'est pas dangereux pour eux. Et mon Dieu, ma foi, si les parents, si les enseignants, si les grands-parents, si les gens qui fréquentent ces enfants ont peur d'attraper le Covid parce qu'effectivement, on leur laisse développer leur immunité, qu'ils aillent se faire vacciner. Ce n'est pas aux enfants de porter, une fois de plus, le poids de l'absence de vaccination qui est très efficace et qui est à disposition maintenant des adultes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un discours honnête, intègre à avoir en tant qu'adulte, représentant d'une société. Alors, c'est clair qu'il y a la règle, avec tout son côté arbitraire. Il y a une obligation de port de masque à certains endroits, il y a une obligation de test, il y a une obligation de QR code, etc. Voilà, c'est une réalité. C'est clair qu'il y a des règles qui sous l'effet de l'urgence, du manque de réflexion, de la pression des lobbies, qui se sont faites absurdes. Mais je pense qu'il nous faut, en tant qu'adultes, représentants finalement de la société, reconnaître d'une part l'absurdité, d'être honnête par rapport au fait qu'on leur a demandé des efforts et qu'on a des excuses à leur présenter, et qu'en même temps, il y a aussi par ailleurs effectivement une loi, et que cette loi, elle peut être arbitraire, et qu'il s'agit aussi de la respecter comme tout un chacun. Mais ça n'empêche pas d'avoir un discours qui peut se faire critique, qui peut soutenir la réflexion. Et je pense qu'à ce moment-là, un adolescent, effectivement, il n'est pas con. À partir du moment où il se sent respecté dans son vécu, qu'il se sent entendu, qu'il a effectivement la possibilité de dialoguer, de dire son mécontentement, et que c'est un mécontentement qui peut être éventuellement partagé, mais de rappeler que par ailleurs, nous sommes tous soumis à la loi et qu'il y a un côté arbitraire à la règle. Je pense que c'est quelque chose qui permet effectivement d'atteindre un équilibre dans le dialogue qu'on peut avoir avec ces jeunes et d'un dialogue respectueux et honnête. Alors, plusieurs personnes sont du monde de l'enseignement et justement ont bien entendu votre attention à avoir à ces processus à mettre en place, en tout cas d'inscrire les choses dans le temps et se demander si vous aviez un petit peu des pistes concrètes ou des outils, des ingrédients qui doivent un petit peu guider la mise en place de ces processus. Alors, oui, bien sûr que j'ai une expérience en tant que pédopsychiatre hospitalier. On a un groupe, on a un outil qui est le plus intéressant que nous ayons dans notre activité d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Notre outil le plus thérapeutique, c'est le groupe des jeunes. Il y a même des études qui ont été faites pour savoir quel était l'outil thérapeutique qui les avait le plus aidés à l'issue d'une hospitalisation. Et de manière générale, voilà, on doit être humble en tant que pédopsie et accepter les résultats de ces enquêtes rétrospectives qui nous montrent que ce n'est pas les entretiens psy qui les ont le plus aidés, ni le travail familial, ni les activités, encore moins le soutien scolaire. Ce qui les aide le plus de manière marquée, c'est le groupe des autres jeunes. Et donc, ce groupe d'adolescents peut être effectivement extrêmement thérapeutique. Et donc, une bonne partie de notre prise en charge consiste à encadrer ce groupe pour faire en sorte effectivement qu'il soit le plus fonctionnel, le plus équilibré, le plus sain et le plus thérapeutique possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, un groupe qui n'est pas encadré risque évidemment d'entraîner des dérives avec du harcèlement, de la stigmatisation, du rejet, etc., ou des phénomènes de contamination, des choses comme ça. Donc, c'est un vrai travail que d'accompagner ces groupes, mais une fois que c'est fait, c'est extrêmement thérapeutique. Et une manière de permettre à ces groupes de se structurer en milieu scolaire se passe notamment au travers d'espaces de parole encadrés. Et il existe toute une série d'intervenants qui sont formés à ça. Je pense aux agents de PMS,
Je pense aux personnes qui font de l'animation à la vie affective et sexuelle. Je pense à des éducateurs de rue qui animent des groupes. Je pense aux écoles de devoirs, etc. Enfin, il existe toute une série d'intervenants qui ont cette compétence et avec laquelle, je pense, des accords de collaboration pourraient être créés. Il s'agit pour chaque école de voir un petit peu dans quel tissu social urbain elle s'inscrit et de voir quels sont les acteurs de terrain qui seraient éventuellement susceptibles de venir leur prêter main forte pour l'animation de tels groupes de parole. C'est pas long, ça prend pas énormément de temps, ça dure 1 heure par semaine, mais c'est extrêmement structurant et soutenant pour des jeunes. Et en plus, ce sont des groupes qui existent, qui ont déjà été conceptualisés dans le cadre, par exemple, de la prévention du harcèlement en milieu scolaire. Ça fonctionne effectivement très, très bien. Et alors, justement, il y a quelqu'un d'un PMS qui est vraiment dans cette réflexion d'organiser des groupes de manière récurrente dans l'école et qui se demande un petit peu, mais comment tourner les choses pour que les jeunes adhèrent à ce temps de parole, alors que peut-être tous ces thèmes, Covid, etc., peuvent générer un certain ras-le-bol chez les jeunes. Parce que je pense que justement, il ne faut pas leur parler de la Covid, ils en ont ras-le-bol comme nous. Et ce qu'il s'agit surtout de faire, c'est d'essayer de se centrer sur leur vécu. Comment se passe la rentrée scolaire pour eux, comment ça a été pendant les vacances, est-ce qu'ils sont inquiets pour l'un ou pour l'autre, comment ils ont traversé la pandémie, est-ce qu'ils ont eu des difficultés, est-ce qu'ils ont perdu un proche, est-ce qu'ils veulent en parler, est-ce qu'ils ont perdu des amis, est-ce qu'ils désirent en parler, est-ce qu'ils ont vécu des choses qui leur étaient difficiles, comment est-ce qu'ils appréhendent le reste de l'année, qu'est-ce qu'ils craignent. Quand vous posez la question aux students, par exemple, qui reprennent la vie du campus, eh bien, le discours principal qu'ils ont entre eux, c'est la peur qu'ils ont d'être à nouveau confinés et de devoir suivre les cours en distanciel. C'est quelque chose de massif. C'est impressionnant. Tous les students qui sont sur les campus à l'heure actuelle ne parlent que de ça. On espère que ça va durer, on espère qu'on va pouvoir continuer à venir, on espère qu'on ne va pas être envoyé derrière nos écrans et combien ça a été dur de le vivre, etc. Donc, je pense que quand vous déployez un petit peu un espace de parole où les jeunes peuvent se dire, eh bien, il y a les thématiques apparaissent très rapidement. Par ailleurs, par la suite, il y a des outils qui existent avec des questions par exemple, qui peuvent être posées et qui les rejoignent tous, genre comment est-ce que ça se passe les repas en famille chez vous? Vous avez plutôt tendance à trouver ça chouette, à vouloir les fuir? Comment se passent les activités en famille? Qu'est-ce que vous avez tendance à faire avec vos copains? Qu'est-ce que vous aimez bien à l'école et qu'est-ce que vous avez plutôt envie de fuir? Comment est-ce que vous aimeriez qu'on réorganise éventuellement la cour de récré, les temps de récré? C'est-à-dire peut-être aussi permettre à ces jeunes d'avoir une part participative plus importante au sein de l'école. Et ça, on voit bien effectivement que plus on leur demande leur avis, plus on leur demande de participer à ce qui pourrait être mis en place et qui pourrait leur apporter un mieux-être, eh bien, plus les idées fusent et plus ils se sentent effectivement impliqués, ça leur fait du bien de se sentir enfin pris en considération et d'être des partenaires actifs autrement qu'en se faisant vacciner dans la réorganisation de leur enseignement ou de leur vie ou de ce qui se passe pour eux. Alors, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus intéressant, justement, pour les agents PMS, que ce qui leur est demandé à l'heure actuelle, c'est à peu près la même chose que pour nous, c'est de ne faire que de l'individuel. Et on sait bien qu'ils sont débordés parce que tous les jeunes vont mal. Et on ne va pas pouvoir mettre un agent PMS devant chaque jeune en individuel. Et donc, faire un travail collectif sera beaucoup plus intelligent en termes de prévention et va avoir un impact immédiat plutôt que d'attendre qu'un jeune aille mal et de lui mettre un individuel derrière chaque ado qui se sent pas bien. Et du coup, je fais le lien ici. Comment faire quand on est justement dans ces groupes et qu'il y a une inquiétude quand même qui naît par rapport à un jeune qui a des problématiques qui sont plus ancrées. Quelqu'un disait par exemple une problématique de refus de manger ou de boire. Comment est-ce qu'alors on accroche ça à autre chose pour ce jeune en particulier? Alors ça, c'est la situation que nous aimerions bien essayer d'éviter.
c'est d'éviter d'en arriver effectivement aux soins, parce que très rapidement, je vous dis, dans 15 jours, vous avez encore ce même type de demande, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir effectivement vous répondre. Et donc, je tiens quand même à dire que ces jeunes qui vont pas bien, qui ne mangent plus, qui ont des pensées suicidaires, qui se scarifient, qui se mettent en danger, se retrouvent effectivement à l'hôpital, et que le groupe de parole reste toujours notre outil principal. Ce n'est pas dangereux de mettre un jeune qui est en grande souffrance au sein d'un groupe d'autres jeunes qui vont peut-être moins bien. Il n'y a pas nécessairement un phénomène de contamination qui va apparaître, pour autant que ce groupe soit accompagné, pour autant effectivement que les choses puissent se dire. Chez les adolescents, il est bien préférable d'amener un jeune à dire sa souffrance que d'attendre qu'il ne l'acte. Parce que c'est quand il est dans le passage à l'acte que là, il y a effectivement des phénomènes de contamination qui peuvent apparaître. Il n'est pas dangereux de parler d'idées suicidaires avec des adolescents. Ce n'est pas parce qu'on parle d'idées suicidaires qu'ils vont passer à l'acte. Au contraire, c'est quand on n'en parle pas qu'ils vont effectivement finir par le mettre en scène parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de l'exprimer autrement. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la souffrance adolescente quand il s'agit d'accompagner un groupe de jeunes parmi lesquels il y en a l'un ou l'autre qui est en difficulté. Maintenant, si effectivement on en arrive à une situation où il y a une symptomatologie qui se déploie, des passages à l'acte qui sont présents, des tentatives de suicide, des choses comme ça, il est extrêmement important d'alerter la famille, d'informer les parents avec le jeune, qu'à la limite, ce soit le jeune effectivement qui téléphone, que le jeune soit présent au moment où on informe les parents, qu'on mette des choses en place avec lui et qu'effectivement, dans un climat de bienveillance, on puisse effectivement mettre des choses en place. Maintenant, je trouve extrêmement important de ne pas exclure ce jeune de son milieu social. Il en a terriblement besoin. Il ne faut pas exclure ce jeune de l'école en lui disant, écoute, va d'abord te soigner, tu reviendras quand tu te sentiras mieux. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux à l'heure actuelle parce qu'effectivement, ces jeunes ont besoin de maintenir un tissu social. C'est essentiel pour eux. Je fais encore un tout petit lien parce que je vois qu'il est déjà 15 heures, mais avec quelqu'un qui indique que c'est parfois moins compliqué de convaincre les jeunes de faire des choses, de créer des nouveaux groupes de parole, etc., que dans certaines institutions ou qu'avec certaines directions d'établissements scolaires qui souhaitent parfois autre chose. Et j'avais du coup envie d'associer en me disant, ben voilà, tout ce que vous venez de dire du groupe de parole de jeunes, je pense qu'il peut se penser aussi au sein de l'institution entre les adultes qui s'occupent des jeunes et que parfois on laisse trop peu de place aussi à un temps d'élaboration entre adultes dans la structure pour pouvoir aussi évoquer les inquiétudes par rapport à certains jeunes, réactiver de la créativité entre les adultes pour retrouver ces jeunes, etc. Et que c'est aussi essentiel de penser un peu en termes de poupées russes que les adultes qui s'occupent des jeunes ont besoin aussi, entre eux, d'avoir des temps d'échange et d'élaboration commune. J'ai envie de dire, c'est d'autant plus important en milieu scolaire qu'effectivement, un professeur est seul devant sa classe et qu'il y a effectivement des sensibilités différentes. C'est d'autant plus important que les professeurs ont été fortement impactés par ce qui leur a été demandé comme aménagement et enseigner derrière un écran, je suis en train de le faire pour l'instant, c'est vraiment pas agréable, je préfère vraiment le présentiel. Eux, ils l'ont pas vécu pendant 1 heure, ils l'ont vécu chaque jour pendant plusieurs heures et ils ont été fortement impactés eux aussi. Et ça a créé des dissonances, des attitudes extrêmement différentes au sein d'un même corps professoral. Je pense qu'il est extrêmement important pour les jeunes de se retrouver de nouveau face à des adultes qui leur permettent d'avoir une forme de cohésion pédagogique quand ils sont face à ces professeurs. Et ces professeurs, effectivement, ont eux aussi fortement souffert des mesures d'isolement qui ont été prises. Les premières choses qui ont été fermées, c'est les salles des profs. Et je pense que c'est extrêmement important de recréer effectivement une cohésion entre les différents membres d'un corps professoral pour leur permettre effectivement de vivre ça, de pouvoir se reconnecter, de pouvoir se dire, de pouvoir partager leurs expériences positives et négatives et de pouvoir effectivement déployer de nouveau une capacité à trouver un équilibre entre ceux qui sont plutôt dans le soutien, l'écoute et
et se dire ces pauvres jeunes, on va pas en rajouter du stress, et d'autres qui sont pressés effectivement de reprendre la matière, l'enseignement, la pédagogie, leur métier. Ils ont tous les deux raison, et il s'agit de mettre ces différentes sensibilités ensemble pour trouver justement un équilibre collectif. Eh bien, un tout grand merci. Je n'aurais pas eu l'occasion de vous adresser l'ensemble des questions qui ont été déposées ici, mais enfin, vous avez déjà dressé un beau tableau. L'enregistrement de la conférence sera disponible dans quelques temps sur le site de Yapaka. Je vous invite aussi, pour ceux qui ont été intéressés, à revoir les petites capsules qu'on avait déjà enregistrées et mises à disposition sur le site, qu'on avait réalisé avec Sophie Maas. Et puis bientôt sortira donc le temps d'arrêt, qui reprend également différents éléments qui ont été dépliés aujourd'hui ici. Un tout grand merci, parce que je pense que ça nous redonne à chacun, à chacune de l'énergie pour repartir dans nos pratiques professionnelles. C'était très intéressant. Merci aussi à chacun et à chacune d'entre vous pour avoir déposé plein d'associations, de suggestions, de choses très riches. Je vois que quelqu'un a envoyé une étude qui a été faite sur la santé mentale des jeunes. On n'hésitera pas à la relayer sur le site de Yapaka. Donc voilà, un tout grand merci. Je pense que ça nous donne aussi, ça nous fait toucher par l'expérience la nécessité de se retrouver ensemble et de continuer à élaborer et échanger ensemble. Comme vous l'avez dit, pour les ados, ça, finalement, ça fonctionne pour nous aussi. Un tout grand merci. On va laisser l'espace encore un tout petit peu ouvert, que chacun ait l'occasion de déposer ce qu'il souhaite dans le petit espace questions-réponses ou discussions, afin de se dire au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et à vous, merci beaucoup. Donc voilà, si vous voulez voir, il y a des petits messages qui apparaissent